Les titres à la une de votre journal de 16h30 sur BFM TV. Retour sur Terre retardé encore. L'astronaute Thomas Pesquet et ses 3 coéquipiers étrangers ne devraient pas atterrir avant mardi à l'aube. Leur départ est décalé d'un jour à cause de vents violents dans leur zone d'arrivée. Alors quel sera leur programme ensuite? Élément de réponse dans ce journal. Éric Zemmour était l'invité de BFM TV ce dimanche. Le polémiste encore plus proche d'une candidature. Il ne reste plus qu'à me décider à appuyer sur le bouton, a-t-il indiqué. Il a aussi évoqué les inégalités de salaire entre hommes et femmes. On en parlera dans un instant en plateau avec Anne-Sora Dubois. Emmanuel Macron fera son allocution mardi soir et il y sera notamment question de la reprise de l'épidémie de Covid-19 et des mesures à prendre pour limiter une 5e vague. Dans le même temps, 2 laboratoires mettent actuellement en place un traitement alternatif au vaccin, des pilules contre le virus. Et puis 158 skippers ont pris le départ de la Transat Jacques Vabre en début d'après-midi. C'est parti pour 8500 km de course en duo à travers l'Atlantique pour rallier la Martinique. Le départ de Thomas Pesquet est donc repoussé à demain en raison de la météo, initialement prévue ce dimanche. Le retour de l'astronaute français et de l'équipage du Crew Dragon est finalement décalé d'une journée en raison de vents violents sur la zone où la capsule devait atterrir. Thomas Pesquet est désormais attendu mardi au large de la Floride. Les détails de Romain Langlais. Après la pluie, c'est désormais le vent qui empêche le retour de Thomas Pesquet sur Terre. En raison de fortes rafales au large des côtes de la Floride, la NASA a été contrainte de reporter sa mission. Les vents défavorables ne facilitant pas la reprise de la capsule près de la zone d'amérissage. La capsule est accrochée en fait une fois qu'elle a traversé la couche de l'atmosphère, qu'elle est rentrée. Elle déploie 4 parachutes et ces 4 parachutes lui permettent d'atterrir en douceur ou d'amérir en douceur. Et quand les vents sont trop violents, on a des risques de parachutes qui s'en mêlent, qui ne s'ouvrent pas correctement. Donc on ne prend pas ces risques-là avec des personnes à bord. Et c'est pour ça que ça a été reporté. Le départ de l'ISS de Thomas Pesquet est désormais fixé à demain soir 20h05. Un voyage qui doit durer un peu plus de 8 heures avec une arrivée prévue aux alentours de 4h30 du matin mardi. Avec cette fois des conditions météorologiques plus optimales. La situation devrait évoluer à partir de mardi soir avec des vents qui devraient se calmer donc sur la partie ouest de la Floride, dans le golfe du Mexique, pour permettre l'amérissage en toute sécurité de la mission. Et contrairement à 2017 dans les steppes du Kazakhstan, cette fois-ci, l'arrivée en mer s'annonce beaucoup moins brutale pour Thomas Pesquet et ses 3 compagnons d'équipage. Mais attention cependant au mal de mer, après 6 mois dans l'espace en apesanteur. Notre invitée Marie-Ange Sangui, on vous a aperçu dans ce sujet. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. On comprend bien qu'on prend évidemment le moins de risques possible pour le retour de Thomas Pesquet parce que c'est dangereux. Expliquez-nous comment ça va se passer concrètement, ce départ de l'ISS et ce retour sur Terre. Alors, donc, ils vont commencer, une fois qu'ils sont tous installés dans la capsule, ils vont se désamarrer donc, de cette station spatiale internationale. Ensuite, alors, si ça avait été ce soir, ils ne faisaient pas le tour de l'ISS pour prendre des photos, mais puisque finalement c'est reporté à demain, ils vont faire le tour de la station pour prendre différentes photos d'équipements qui subissent beaucoup de perturbations, beaucoup de choses venant de l'espace. Et ensuite, ils vont descendre, traverser l'atmosphère. On était sur un scénario long pour cette nuit, c'est-à-dire 18 heures pour rentrer. Là, ils ne vont mettre que 6 heures, donc ils vont préférer cette option, puisque sans WC, c'est mieux. C'est ça, il n'y a pas de toilettes d'abord. Alors, il y a eu un petit problème avec les toilettes. Voilà, il y a un petit problème avec les toilettes, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte lors du précédent vol avec justement les touristes Inspiration 4 qui étaient au mois de septembre, c'est qu'il y a eu une fuite au niveau de l'évacuation des urines. Donc, bon, ça n'est pas gravissime, mais c'est pas génial. Et donc, la capsule de Thomas, qui est là-haut depuis 6 mois, a exactement le même défaut. Donc, par précaution, on leur a dit pas de toilette à bord. Alors, sur 6 heures, ça va, on peut gérer à peu près. Sur 18 heures, ça commence à être compliqué. Mais en l'occurrence, ils sont habitués, ça fait partie du job. Donc voilà. Là, ils vont redescendre, ils vont traverser l'atmosphère et ils vont aller amérir sous parachute. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont être descendus à une certaine hauteur, vous avez 4 parachutes qui se déploient et ils vont se poser en douceur dans la mer, relativement en douceur. Et le problème, c'est qu'il faut que la mer soit correct, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir des creux de 2 mètres ou 3 mètres et on ne doit pas avoir des vents violents qui sont proches du sol parce que ça va gêner au niveau des parachutes.
On parle politique à présent. Éric Zemmour, qui était tout à l'heure l'invité de BFM Politique. On décrypte les principales déclarations du polémiste et quasi-candidat désormais, avec Anne-Soura Dubois du service politique de BFM TV et avec notre invité Mathieu Klein, maire socialiste de Nancy et coordinateur du projet présidentiel d'Anne Hidalgo. Bonjour à vous. Alors, tout de suite, on va mettre fin à ce suspense. Éric Zemmour a déclaré ceci tout à l'heure au sujet de sa candidature possible à la présidentielle. Tout est en place. Il ne reste plus qu'à me décider et à appuyer sur le bouton. Et à décider du jour et de la manière. C'est un changement de vie pour moi. Moi, je mets tout sur la table. Je n'ai pas, encore une fois, de parachute. Je ne suis pas député européen. Je ne suis pas député français. Je ne suis pas tout ça. Pour aller à la présidentielle, il faut que j'abandonne tout. Je ne fais pas de victimisation, vous comprenez. C'est un choix. Mais en tout cas, il faut franchir ce Rubicon-là. Ce n'est pas rien. La situation de la France est tellement grave, et tellement tragique, que ça demande des mesures exceptionnelles. Anne, Éric Zemmour, il fait encore un peu durer le suspense, mais il n'a jamais été aussi proche d'une déclaration de candidature. Oui, c'est ça, on a entendu ces arguments balayés au fil du temps, les uns derrière les autres. Au début, c'était je ne sais pas si j'ai envie, ensuite c'était je ne sais pas si les Français ont envie, ensuite ça a été je ne sais pas si toutes les conditions sont réunies. Là, on a eu quand même une série de confirmations. En clair, on comprend qu'il va être candidat, mais qu'il choisit juste. Il y a le décorum, c'est-à-dire la symbolique, vraisemblablement, de la date qu'il va choisir pour se déclarer candidat. Le lieu aussi, on sait que, par exemple, il avait pensé la semaine prochaine à se rendre à Colombey, les deux églises, pour l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Et puis finalement, il y a à peu près toute la classe politique qui va s'y retrouver. Il y aura le gouvernement et puis surtout les LR, qu'il ne veut surtout pas voir parce que précisément, ils cherchent encore à siphonner leur électorat et même à leur faire un maximum d'ombre possible. Donc on verra quelles peuvent être les dates. Mais en tout cas, il a désormais, dit-il, la stature, parce qu'en plus il dit « je ne suis pas un politique historique, je suis un journaliste » et ça va dans le sens de l'histoire parce que c'est le retour de la société civile. Un nouvel argument. En clair, c'est les arguments alignés les uns derrière les autres. Il a désormais, on comprend, l'équipe, le QG, vraisemblablement le slogan. La seule chose qui lui manque peut-être encore, c'est précisément les parrainages, outre la symbolique, et c'est peut-être ça qui retarde encore sa déclaration de candidature. Mais il sera candidat, il n'y a plus aucun doute désormais. Autre thématique qui a été évoquée, on vous demandera votre avis, Mathieu Klein, à ce sujet. Éric Zemmour est revenu sur les inégalités de salaire entre hommes et femmes et à métier égal. Il a précisé ses conclusions, on va l'entendre, sur les salaires donc, entre hommes et femmes. Écoutez cette réponse et on revient avec vous, Mathieu Klein. Il y a une inégalité salariale parce qu'elles n'ont pas les mêmes métiers. Et que la plupart il y a beaucoup de femmes qui sont dans des métiers moins bien payés. Mais c'est elles qui les choisissent. Ceux qui avancent qu'à métier égal, les femmes sont 18% moins bien payées, c'est faux. C'est faux. Voilà. Sur quelle base? C'est faux, c'est tout, c'est faux. La différence, à métier égal, à compétence égale et à travail égal, c'est faux. Mais sur quelle parce données que j'ai des chiffres qui prouvent que c'est faux. Et c'est quoi ces chiffres? Mais comme les vôtres, c'est quoi ces chiffres? Oui, nous, c'est des chiffres qui sont faits par l'INSEE, nous c'est un peu notre référence. Non, mais vous savez, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Mathieu Klein, vous soutenez une femme candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo, vous êtes son porte-parole. Quand vous entendez Éric Zemmour dire ce qu'il vient de dire sur les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes, qu'est-ce que vous lui répondez? Je suis désolé, je vous entends pas. Hein, je suis confus. Alors, est-ce que vous nous entendez, Mathieu Klein? Là, je vous entends, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à Éric Zemmour lorsqu'il évoque les inégalités de salaire femmes-hommes, vous qui soutenez une femme candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo? Écoutez, l'idée même aujourd'hui de ne pas reconnaître la réalité des inégalités salariales, l'idée même de faire une différence entre les hommes et les femmes, alors que l'histoire nous enseigne que la conquête de l'égalité est un combat permanent, l'idée de ne pas reconnaître que depuis mercredi dernier, 9h21, les femmes en France travaillent gratuitement parce que leurs salaires sont inférieurs à ceux des hommes et qu'ils ne sont pas reconnus elles ne sont pas reconnues à qualité égale et à responsabilité égale, est une idée qui devrait mettre mal à l'aise et contre laquelle devrait s'élever tout candidat républicain. C'est donc bien la démonstration, s'il fallait en faire une encore, que nous sommes là face à un personnage qui se situe en dehors du spectre républicain. Alors, il est en dehors du spectre républicain et en plus, Anne-Soura Dubois, vous allez nous confirmer, ces chiffres, ils existent sur l'inégalité réelle de ces salaires entre hommes et femmes à métiers égaux. Oui, vous avez entendu Edwige Chevrillon, précisément, ce sont des chiffres qui sont donnés par l'INSEE, sur lesquels précisément un peu tout le monde s'accorde en général. Les salaires des femmes sont inférieurs de 16,8% à ceux des hommes en général. Alors c'est vrai que quand on regarde dans le détail, à compétences strictement égales, à niveau de progrès de carrière égale et à poste égal, la différence
est un peu moindre parce que effectivement il y a des pauses, c'est ce que dit Éric Zemmour, il y a des pauses dans la carrière des femmes parce qu'elles sont enceintes ou alors en fonction il peut y avoir des choix de métiers différents. C'est vrai, il y a des métiers qui sont beaucoup plus masculins, des métiers plus féminins. Mais demeure quand même, et tous les instituts qui étudient ces différences salariales le disent, encore un écart de 2 à 5% minimum inexpliqué, qui ne serait dû qu'à un prisme sexiste, c'est-à-dire tout simplement qu'on considère qu'une femme a moins de compétences et évolue moins vite. Et là, il y a d'ailleurs, ça se voit très bien quand on regarde les postes de direction. En revanche, alors là, pour le coup, c'est pas 16,8% la différence, c'est 80% des hommes qui ont des postes de direction et 20% pour les femmes, en tout cas dans un certain nombre de branches. Donc ce sont des chiffres qui sont corroborés par l'INSEE, qui sont véridiques, qui sont réels. Après, ce qu'on comprend dans la démarche d'Éric Zemmour, c'est une volonté aussi électorale. C'est essayer de séduire peut-être une partie d'électorat, ce qu'il appelle la bourgeoisie nationaliste, qui, elle, considère que, notamment, il y a un prisme féministe, en tout cas même une dérive féministe. C'est ce qu'il dit, lui, Éric Zemmour. Je le cite, ce sont ses mots. Des excès féministes. D'ailleurs, il conspue les féministes très régulièrement. Et en disant que, finalement, on est dans l'excès et qu'on ne laisse plus les hommes tranquilles et que MeToo a été un mouvement bien trop violent à l'encontre des hommes. Ça aussi, ce sont des mots qu'a prononcé le polémiste. Et on comprend bien à travers ça qu'il y a un électorat qui a l'oreille tendue pour ce type de déclaration. Après, ça peut être aussi anti-stratégique pour Éric Zemmour, parce qu'on rappelle quand même que les femmes, c'est plus de 50% de l'électorat aujourd'hui. Et dans les déclarations qu'il a pu faire ces dernières années, il disait aussi en 2013, dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes, il y a un milieu où il y a un pouvoir électoral, c'est précisément dans l'urne. Et ça, c'est un pouvoir qu'ont les femmes depuis 1945. Effectivement, c'est important de le rappeler. Autre sujet qui a été abordé lors de cette interview, le pass sanitaire. Il sera prolongé jusqu'à la fin juillet. C'est excessif selon Éric Zemmour. Écoutez. Je pense que cette prolongation est très excessive et surtout, je m'interroge de savoir si il faudra le pass sanitaire pour aller voter. Parce que là, ça veut dire que Emmanuel Macron préparerait, je ne lui fais pas de procès d'intention, mais il faut l'interroger là-dessus, préparerait une entourloupe majeure s'il imposait le pass sanitaire pour aller voter. Mathieu Klein, quel est votre avis sur la question, sur ce pass sanitaire qui a été prolongé jusqu'à fin juillet par l'exécutif, et puis donc cette réponse d'Éric Zemmour qui verrait une entourloupe si jamais il était élargi à la possibilité de voter. Désolé, la connexion est très mauvaise, j'entends vos phrases de façon hachée, je répète, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Alors, quel est votre avis sur cette réponse d'Éric Zemmour, que le pass sanitaire, s'il devait être étendu à la possibilité de voter, serait une entourloupe d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous y voyez, vous aussi, un piège possible? Écoutez, le pass sanitaire et les règles sanitaires sont édictées en fonction de la situation sanitaire. Donc, il ne faut pas aujourd'hui regarder ce sujet autrement qu'avec la simple préoccupation de continuer à faire progresser la vaccination, de faire en sorte que les mesures barrières soient encore respectées et les règles, si elles doivent être prolongées, si elles doivent être durcies, si elles doivent être aménagées, elles doivent ne l'être qu'en fonction de la réalité de la circulation du virus, qu'en fonction de l'état de saturation de nos hôpitaux. Et nous savons aujourd'hui que l'état des hôpitaux en France, que la situation des personnels soignants est une situation particulièrement tendue. Nous l'avons vu parce que la Covid a malheureusement accentué encore aujourd'hui ces difficultés qui sont déjà connues, d'insuffisance de moyens mobilisés. Donc nous devons être aux côtés des personnels soignants, nous devons agir pour faire en sorte que les conditions de travail soient améliorées, que des postes supplémentaires soient créés. Et c'est donc bien uniquement à l'aune de ces enjeux-là que nous devons respecter finalement le cadre sanitaire et faire des propositions concrètes en ce sens. Pas utiliser la crise sanitaire aujourd'hui au prétexte de la campagne électorale. Merci beaucoup Mathieu Klein d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes maire PS de Nancy, coordinateur du projet présidentiel d'Anne Hidalgo. Anne, concernant ces mots d'Éric Zemmour, il n'est pas question du tout d'imposer le pass sanitaire pour aller voter.
Jamais ça n'a été évoqué, et c'est même intéressant parce que presque dès le début de la crise sanitaire, cette question de l'élection présidentielle a été posée. C'est-à-dire on s'est dit, si on est en confinement, s'il y a des mesures particulières pour faire face à l'épidémie, qu'est-ce qui se passera? Et dès le début, l'exécutif a été très clair là-dessus, et d'ailleurs l'exécutif n'a aucun mérite dans cette affaire, c'est la Constitution qui garantit cette possibilité d'aller voter. Depuis le début, il n'a jamais été question de demander le pass sanitaire pour aller voter, tout simplement parce qu'encore une fois, ça n'est pas constitutionnel. La Constitution garantit l'égalité de tous devant la loi et sur la possibilité d'aller voter. Si jamais on interdisait aux gens qui n'ont pas de passe sanitaire d'aller voter, ça voudrait dire qu'on exclut tous les anti-passes sanitaires du vote. Et c'est bien sûr l'objectif d'Éric Zemmour à travers cette déclaration. C'est-à-dire, il n'insinue rien ouvertement. Il dit, je ne lui fais pas de procès d'intention. Mais c'est une façon, oui, de lui faire un procès d'intention, parce qu'en plus, il sait très bien, Éric Zemmour, qu'on a une espèce de discussion en ce moment, si vous l'avez suivi, on l'a tous suivi, de guerre entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la prolongation de l'état d'urgence et donc de l'application du pass sanitaire. Le Sénat disant, il est absolument inenvisageable qu'on ne se remette pas autour de la table étant les deux hémicycles, avant l'élection présidentielle, pour voir si effectivement on ne supprime pas ce pass sanitaire avant l'élection présidentielle. Pour l'instant, le gouvernement renacle un peu parce qu'il veut garder cet outil de lutte contre l'épidémie. Donc, il y a quand même cette tâche de fond, cet arrière-fond de discussion sur laquelle il surfe, Éric Zemmour, et on comprend bien ce qu'il veut faire à travers ça. C'est qu'il veut essayer de récupérer cette partie de l'électorat anti-pass sanitaire qui est aussi largement abstentionniste aujourd'hui. C'est la donnée majeure de la prochaine élection présidentielle. C'est une énorme proportion des Français qui est aujourd'hui abstentionniste. Et donc, il veut essayer de récupérer cet électorat-là sans lui dire Emmanuel Macron va vous interdire de voter, mais en lui disant observez quand même bien ce qui va se passer dans les prochains mois. Alors évidemment, la majorité, depuis cette déclaration d'Éric Zemmour, hurle au scandale, comme le président des députés LaREM, Christophe Castaner, qui a parlé, je cite, d'une fausse insinuation complotiste de plus de la part de celui qui ne cherche qu'à alimenter les peurs et la défiance du tous contre tous. La majorité dément. Et justement, on reste sur cette question de l'actualité sanitaire, puisque nous sommes à quelques jours de l'allocution d'Emmanuel Macron. Ce sera mardi soir à 20h et il parlera notamment de la reprise de l'épidémie, avec ces chiffres qui montrent l'accélération de la circulation du virus cette dernière semaine. Un taux d'incidence, vous allez le voir, de plus de 65 cas pour 100 000 habitants, 276 nouvelles hospitalisations ou encore 70 nouvelles entrées en unité de soins critiques. Concernant l'épidémie de Covid, des pilules comme alternative au vaccin vers la fin de l'épidémie de Covid-19. Les géants américains Merck et Pfizer ont annoncé des résultats très encourageants pour des traitements oraux contre le virus. Décryptage d'une avancée majeure avec Pierre-Henri Holderbrom et Jordan Ray. Un vaccin trouvé en un temps record et 12 mois plus tard, un nouveau traitement, mais cette fois par voie orale. Le président directeur général de Pfizer s'en réjouit. Ça change vraiment la donne. C'est une démonstration fantastique de la puissance de la science. Nous sommes 1 an presque jour pour jour après les résultats de la percée précédente. Je pense que ce médicament va changer la façon dont les choses se passent actuellement. Il sauvera des millions et des millions de vies. Il a le potentiel pour le faire. Annoncé quelques jours plus tôt, le laboratoire Merck a également dévoilé une pilule qui a été approuvée au Royaume-Uni. Le traitement développé par Pfizer pourrait correspondre aux personnes immunodéprimées qui ne répondent pas au vaccin. Une avancée scientifique saluée par le corps médical. Ça va être réellement, comme vous le dites, un véritable progrès dans la lutte contre le Covid-19. Et on pourrait même imaginer une association de ces deux médicaments qui sont très faciles à administrer. Donc un stockage facile, une distribution facile et une prescription facile. Un nouveau traitement qui pourrait également changer la stratégie sanitaire pour les personnes réticentes au vaccin. Du sport à présent et de la voile, et c'est donc parti pour la Transat Jacques Vabre. La 15e édition de la course transatlantique en duo s'était lancée, c'était du port du Havre, à 13h27 précisément. Et oui, 158 skippers à bord de 79 bateaux qui vont parcourir 8500 km jusqu'à Fort-de-France en Martinique. Le récit de ce grand départ, de cette très belle aventure avec Maury Lehoux et les équipes d'RMC Sport. Départ de la Transat Jacques Vabre. Le grand départ a été donné. Les 79 bateaux engagés sur cette 15e édition de la Transat Jacques Vabre et les 158 skippers à leur bord ont quitté le bassin du Havre direction la Martinique. Un départ que les navigateurs appréhendent forcément avant de partir à l'assaut de l'Atlantique. On fait un petit peu le match avant qu'il ait lieu. C'est sûr que toute la phase de pré-départ, de départ, ça met pas mal d'émotions. Donc voilà, ça fait quelques années que je fais
ça. C'est pas ma première Jacques Vabre, mais l'émotion elle reste intacte. L'émotion, les larmes aussi. Quelques heures avant le départ, les skippers ont dit au revoir à leurs proches restés sur le ponton du Havre. Un moment toujours difficile. Et puis c'est toujours le moment où t'as l'émotion qui monte, la gorge serrée. C'est toujours une grosse émotion, mais c'est vrai que le dernier bisou était sacré. Alors que la crise sanitaire empêchait jusqu'ici les rassemblements, ce matin, la foule a pu à nouveau venir saluer une dernière fois les skippers avant le départ. Pouvoir justement prendre le départ de la Transat Jacques Vabre, c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous. Ça fait rêver, on a envie de les voir arriver de l'autre côté. Les conditions météo étaient idéales pour ce départ vers la baie de Fort-de-France, qui accueillera pour la première fois de son histoire l'arrivée de la Transat Jacques Vabre. Votre programme avec Lazerostop. Le mois sans tabac avec Lazerostop, votre spécialiste stop tabac. Prenez rendez-vous sur lazerostop.com. L'infotrafic avec cette circulation, vous voyez, très simple aujourd'hui, c'est vert dans le sens des départs et des arrivées pour ce dernier jour des vacances de la Toussaint. Soyez quand même vigilants sur la route, même si c'est donc vert dans le sens des départs, des retours au niveau national. C'était votre programme avec Lazerostop. Le mois sans tabac avec Lazerostop, votre spécialiste stop tabac. Prenez rendez-vous sur lazerostop.com. Tout de suite, c'est l'heure de votre chronique santé. Prenez soin de vous avec Margot de Frouville et Alain Ducardonnet. Regardez votre programme avec Onatera.com. 70% des Français manquent de magnésium. Le magnésium, votre allié pour lutter contre le stress. À la une ce dimanche, comment mieux prévenir l'infertilité tout en ne posant pas le diagnostic trop tôt. D'ailleurs, le gouvernement vient de commander un rapport pour permettre de mettre en place un plan de lutte national contre l'infertilité. Selon l'Institut national d'études démographiques, un couple sur 4 ne parvient pas à concevoir naturellement au bout de 12 mois, au bout d'un an. C'était un couple sur 7 il y a 8 ans. Premier facteur d'infertilité, c'est l'âge moyen de la maternité, dont on sait qu'elle est de plus en plus tardive. En effet, les Françaises ont leur premier enfant, leur premier bébé vers 31 ans, pour être très précis, à 30 ans et 8 mois en moyenne. C'est d'ailleurs ce changement sociétal qui a conduit l'OMS à changer ses critères, puisqu'avant, on parlait d'infertilité lorsqu'il n'y avait pas de grossesse dans un couple, au bout de 2 ans de rapports sexuels réguliers. Alors, depuis 2009, on a changé les choses. Maintenant, on est passé à 1 an, et voire même 6 mois pour les femmes de plus de 35 ans. Alors c'est peut-être cette modification de délai qui peut faire penser que plus de Français et de Françaises sont concernés par l'infertilité. Ce changement a eu un avantage, sans doute, celui d'inciter les femmes les plus âgées, notamment après 35 ans, à ne pas attendre 2 ans avant de consulter un médecin, même si c'est vrai que l'infertilité peut aussi trouver son origine, sa cause, chez l'homme. Alors si on parle des femmes, et des femmes jeunes en particulier, eh bien ce sont les ovaires polykystiques, ce syndrome des ovaires polykystiques qui est le plus souvent présent avec en gros 10% des femmes, c'est quand même beaucoup. Et chez les plus de 35 ans, la principale cause reste l'insuffisance ovarienne. Il ne faut évidemment pas oublier de mentionner l'endométriose. Et puis en dehors de l'âge, l'environnement peut également avoir un impact sur les fonctions reproductrices. Le surpoids, l'obésité par exemple, peuvent totalement modifier les contrôles et les équilibres hormonaux. Sans oublier le tabagisme, le manque de sommeil, le stress, toutes ces mauvaises habitudes qui peuvent avoir un impact qui va varier en fonction des facteurs génétiques de chacun. Allez, on ne se recouche pas tout de suite. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous.